2 juin 1943. La rouille lourde de l'air, l'huile brûlée et l'odeur aigre du pain dur. C'était le parfum de la traversée. Au sous-sol du navire, des soldats allemands capturés ont tenté de se reposer, non pas par des chaînes, mais par l'épuisement qui les a dominés. Leurs bottes, une fois fermes dans les ruines de l'Europe, les portaient maintenant comme une charge silencieuse, attendant une destination incertaine. Les murmures se propagent entre eux, certains parlaient de la haine américaine avec peur dans leurs yeux, d'autres s'accrochaient aux mensonges qu'ils leur avaient enseignés. Mais en dessous, un silence oppressif régnait, celui que seule la peur déguisée en fierté peut imposer. Le voyage à travers l'Atlantique n'était pas une promenade. Le sel de mer brûlait dans la gorge, et chaque gémissement de la coque leur rappelait, chaque vague, à quel point elles étaient fragiles. Sur le pont, des gardes armés ont marché avec des uniformes impeccables, étranges et lointains. En bas, les prisonniers ont tenté de ne pas penser aux torpilles, alors que la guerre dans la mer rugissait toujours. Mais ce ne sont pas les torpilles qui les tourmentent le plus. C'était la faim. Ces rations, le pain dur, une soupe mince servie sans soin, n'ont pas calmé les estomacs utilisés à des années de privation. En Allemagne, les cartes de rationnement étaient déjà devenues précédentes sur du papier sans valeur. Là, dans le ventre du navire, ces prières sont devenues une douleur physique, une douleur qui rongeait à l'intérieur. Quand ils ont finalement accosté, ils s'attendaient à l'odeur des cendres et de la poudre à canon, une côte protégée par des barbelés et des gardes hostiles. Mais en descendant la planche, quelque chose d'inattendu les a frappés, l'arôme environnant du café frais, de la viande rôtie et du bois nouvellement coupé des entrepôts. Pour les hommes qui avaient marché à travers les décombres réduits en décombres, cette odeur était un choc. Pour la première fois depuis la capture, ses yeux levés, surpris. L'Amérique ne semblait pas être un pays en guerre. Il avait l'air intact. Trop. Le voyage à l'intérieur a commencé par le train. Les wagons de cargaison ont coupé les plaines si vastes que les hommes se resserraient sur les fissures des planches juste pour apercevoir l'horizon. En Allemagne, un horizon signifiait des bombardements ou des destructions. Là, ils étaient des champs de maïs doré, ponctués de granges rouges, comme dans un cadre pour enfants. Ils ont traversé des villes où les néons brillaient la nuit, quelque chose que beaucoup n'avaient jamais vu. Ils se chuchotaient les uns avec les autres, comment un pays si loin de la ligne de front pourrait-il être si prospère, si plein ? Et pourquoi les gardes ne crachaient pas les ordres de cruauté, ne les ont-ils pas maltraités, ne les ont-ils pas humiliés ? Son silence n'était pas amical, mais il y avait une étrange patience en lui, comme si les Américains n'avaient rien à prouver à personne. Enfin, le train s'est arrêté. Un champ les attendait, une extension des terres entourées, mais sans la brutalité des barbelés. Regardez, les tours existaient, mais pas menaçants, et les casernes, alignées également, les bâtiments ruraux. Ils sont entrés dans les portes, se sont préparés à une réception hostile. Au lieu de cela, un sergent avec un presse-papier a parlé dans un ton sec mais équitable, les organisant en groupe. Ils ont reçu des couvertures, du savon et des vêtements simples mais nettoyés et plus résistants que tout ce qu'ils avaient habillé ces derniers mois. L'air sentait le pain et la poussière, pas la terreur. Puis vint le premier repas. Des files d'attente ont été formées dans la cafétéria, où les plateaux en métal se battent. Au début, ils pensaient que c'était plus de cruauté déguisée. Mais il y avait des paniers encombrés de pain doux, des ustensiles de cuisson à la vapeur, des tranches de viande épaisse et du café servi sans restriction, pas de carte de rationnement. Ils étaient paralysés, suspects, comme s'il s'agissait d'un piège. Un gardien, réalisant des hésitations, grogna, « Mangez ». Et ils ont obéi. Le pain était frais, la viande tendre. Le café, fort, s'est brûlé la gorge et a suscité des souvenirs de café le matin avant la guerre, oubliés depuis longtemps. Certains mangeaient avec prudence, rebondissant les yeux. D'autres ont dévoré de voracité, une fierté s'effondrait face à cette abondance. Certains ne pouvaient même pas terminer, surmontant la simple idée de mâcher. Quelque chose qui n'était ni gris ni vide. Cette nuit-là, les chuchotements se sont répandus dans la caserne. Cette générosité était-elle une arnaque ? Pourquoi l'Amérique nourrirait-elle si bien vos ennemis ? Un câble a murmuré qu'ils étaient peut-être engraissés pour des photos de propagande, pour embarrasser l'Allemagne d'images de prisonniers vivant mieux que leurs propres citoyens. Un autre moqueur, disant que c'était juste l'arrogance américaine, trop de nourriture, moins de jugement. Mais dans les coins les plus silencieux, certains ont admis à voix basse qu'ils n'osaient pas dire fort, cette nourriture ne remplit pas seulement leur estomac, mais aussi leurs doutes. Serait-il possible pour un ennemi d'être si insouciant de la bonté ?
Dans l'un des lits superposés, un jeune soldat nommé Karl a pris un pinaco de sa poche, doux comme un oreiller. Il le regarda sous la lumière faible et chuchota que sa sœur en Allemagne a passé des heures dans des lignes sans fin pour une carte qui vaut à peine quelque chose. Il se précipita le pain contre son nez, inhalant profondément, comme si l'odeur pouvait traverser l'océan. À proximité, un vétéran du nom de Weber a mâché lentement, la mâchoire tendue. Il murmura qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Aucune guerre ne pourrait être si généreuse. Mais même Weber, endurci par les campagnes en Afrique, ne pouvait pas le nier, pour la première fois depuis des années, son estomac était plein. Les gardes regardaient tout avec une distance calme. Ils avaient l'ordre de traiter les prisonniers selon les règles de la Convention de Genève, mais même ils percevaient l'ironie. En dehors des fils, les civils américains ont également été confrontés à un rationnement, bien que rien comparé à l'Europe. Dans ces limites, ces hommes, qui avaient déjà utilisé des pains suastes, ont maintenant bien mangé, dormi en toute sécurité et vu le vent balancer l'herbe comme une mer verte. Un gardien avouerait après avoir ressenti une étrange colère, pourquoi les Américains devraient-ils manger mieux que les familles qui envoient leurs enfants en guerre? Mais les ordres étaient des ordres, et l'Amérique, même en guerre, voulait prouver quelque chose, que sa force n'était pas seulement en victoire, mais avec modération. La méfiance a cependant persisté. Les prisonniers n'ont pas encore pleuré, n'ont pas laissé la gratitude briser la discipline. Allongés sur leur lit superposé la première nuit, ils ont entendu des grillons au lieu de canons, et ce silence les dérangeait. Certains rêvaient de chez eux, d'autres avec le front de bataille, mais tout le monde s'est réveillé avec une nouvelle routine, la balle serrée de la cloche, la traînée des lignes organisées, l'odeur des cuisines préparant les repas comme il l'était pour les travailleurs de terrain, pas pour les prisonniers. Ce n'était que le début. Une fissure presque imperceptible sur un mur de croyance. Ils attendaient des cages et trouvaient des logements. Ils se sont préparés à la faim et ont reçu du ragoût et du café. Mais sous cette abondance, un malaise a grandi. Si c'était le traitement donné aux ennemis, quelles autres surprises les attendaient? Et si le pain et le café les secouaient déjà, que se passerait-il lorsque quelque chose de plus doux venait à leurs mains, enveloppé dans du papier d'aluminium, fondant dans la langue, ramenant tout ce qu'ils avaient perdu? Au cours de la deuxième semaine à la campagne, un repas est arrivé sans tracas, juste avec le bruit métallique des plateaux qui glissent en ligne. Ils se sont déjà habitués au pain, à la viande, au café, un luxe étrange en eux-mêmes. Masquelday, les cuisiniers ont servi quelque chose de nouveau, une pâte d'or pressée et crémeuse entre des tranches de pain mou. Il a collé à la machette épaisse et huileuse, avec une odeur qui mélangeait les noix et la douceur. Les gardes l'appelaient « beurre d'arachide ». Les prisonniers ont échangé des regards confus, comme s'ils avaient reçu de la colle pour manger. Karl sentait prudemment, s'approchant de son nez. Weber a poussé le dossier avec suspicion, marmonnant que les Américains mangeaient quoi que ce soit. Mais lorsque les dents s'enfoncent dans le dossier, la méfiance s'est transformée en étonnement. Le beurre d'arachide enrobe la langue comme une couche épaisse et collante, les forçant à mâcher lentement, comme si le goût devait être déchiffré. Quelques. Ils fronçaient les sourcils, d'autres riaient nerveux, mais la plupart ont continué à manger, confus et pourtant fascinés. Pour les hommes qui ont survécu au café pourri et à l'orge, même l'étranger était un banquet. Le vrai coup est venu plus tard. Presque à la fin de la ligne, les gardes ont distribué de petits rectangles enveloppés dans du papier brun et de la feuille d'aluminium. Les prisonniers les ont reçus avec prudence, dépliant l'enceinte comme s'il s'agissait d'un secret dangereux. À l'intérieur, le chocolat. Vrai chocolat. Sombre, brillant, avec un arôme doux et pointu qui leur a amené des souvenirs aussi loin que l'Allemagne avant la guerre. Pendant un moment, personne n'a déménagé. Le nom enregistré dans les carrés semblait presque sacré, comme si cette tablette avait été sculptée dans un autre monde. Karl le suivit avec ses yeux, ses doigts tremblants. Weber serra sa mâchoire, ses yeux fixés dans le petit miracle sur sa paume. Puis quelqu'un l'a mordu. Et le hangar a plongé dans un silence si profond qu'il résonnait plus fort que n'importe quelle bombe. Le goût était écrasant, riche, sucré, abondant sans honte. Pour les hommes qui n'avaient pas prouvé de chocolat depuis des années, qui avaient vu leurs enfants lécher des miettes d'emballage vide, c'était insupportable. Un soldat, mince comme un épouvantail, a couvert son visage de ses mains. Un autre rit, mais le rire s'est cassé, s'effondré dans des sanglots. À la fin de la ligne, plus d'un a pleuré, les larmes tombant sur les papiers bruns comme les gouttes de pluie dans les reliques. Ce n'était pas une faiblesse. Ce sont des hommes qui avaient fait face à l'artillerie, la chaleur du désert, les stukas hurlent sur la tête.
Ils ont enterré des camarades dans des fosses peu profondes, ont marché à travers le feu et la boue. Et cependant, c'était une barre de chocolat qui les a sauvés. La douceur ne nourrissait que ses estomacs. Nourrit la mémoire. Chaque bouchée les a entraînés dans une Allemagne avant de rationner les cartes, avant les rues bombardées, avant que la faim ne vide leur famille. Ils ont pensé aux épouses qui ont fait des files d'attente sans fin pour les miettes de margarine. Chez les enfants, sucer des coquilles de pain comme des os. Dans ce chocolat, il n'y avait pas de joie, mais de deuil. Tout est l'abondance pendant que la famille avait faim était une cruauté déguisée. Les gardes ont remarqué. Un jeune homme américain, plus âgé que les prisonniers, était inconfortable quand il a vu des larmes grosses de visage brûlé de soleil. Il murmura à un autre, il pleure à cause d'un bonbon. Le collègue a haussé les épaules. Je pense qu'ils n'ont jamais rien eu de tel. Les Américains avaient grandi avec Hershey comme quelque chose de commun, bon marché, ordinaire. Pour eux, c'était la nostalgie, pas la révélation. Ils ne pouvaient pas savoir que pour ces hommes, une seule barre portait le poids d'un monde brisé. Cette nuit-là, dans les lits superposés, les colis ont été lissés, pliés, stockés dans leurs poches comme s'ils étaient des cartes. Karl serra la poitrine avant de se coucher, chuchotant que sa sœur avait rassemblé des pièces pendant des mois pour acheter son chocolat le jour de son anniversaire. Weber, toujours rustique, fixa son emballage en silence, les lignes dures de son visage se ramollissent à la lumière de la lampe. Certains ont échangé du pain contre plus de chocolat, désespérés de le prouver à nouveau. D'autres ont simplement tenu leurs morceaux, trop ravis de manger. Les bonbons étaient devenus une relique. Un pont entre la faim de l'Allemagne et l'abondance de l'Amérique. Des rumeurs réparties sur le terrain, le chocolat faisait de la publicité, une astuce pour secouer sa résistance. Ils veulent prendre du poids, grogna un prisonnier. Pour que les journaux photographiaient des nazis souriant alors qu'ils mangent des bonbons Yank. Mais l'amertume dans sa voix ne pouvait pas résister à des preuves, les estomacs pleins, l'emballage serré comme des amulettes. La vérité était plus difficile à avaler que le chocolat lui-même. Si un ennemi pouvait être si généreux, qu'est-ce que cela a dit sur tout ce qu'il avait cru? Si la force de l'Amérique n'était pas seulement dans les armes, mais aussi dans ses cuisines, comment l'Allemagne pourrait-elle gagner? Les chiffres racontent l'histoire avec froideur. En 1944, le flux quotidien des et un civil allemand dans des villes comme Berlin s'était réduit à moins de 1200 calories. Pain étiré avec de la sûre, café en orge grillé. Viande, un luxe presque éteint. En Amérique, même avec le rationnement, la moyenne était de près de 3000 calories par jour. Pour les prisonniers, l'armée a alloué des repas égaux à ceux des soldats américains, viande, légumes, pain. Et oui, les barres de chocolat. Les données sont claires, mais ne capturent pas ce que cela signifiait prouver la douceur après des années de faim. Le chocolat est devenu une monnaie d'espoir. Beurre d'arachide, symbole d'une étrangeté qui a encore nourri. Même le rire est revenu, quand quelqu'un s'étouffa sur la pâte collante, a essayé de parler et n'a réussi à babiller, provoquant des blagues dans une demi-douzaine d'accents. Pendant un moment, la guerre s'est installée. Ils n'étaient pas des soldats ou des captifs, seuls les hommes partageant trop de nourriture pour être ignorés. Mais la douceur portait des ombres. Des lettres de maison, censurées mais vraiment lourdes, ont parlé de la faim, des bombardements, des enfants de plus en plus maigres. Chaque morceau de nourriture américaine a approfondi la douleur. Certains ont ressenti une faute plus nette que la faim. Karl a avoué à Weber à voix basse qu'il aimerait renvoyer le chocolat à travers l'océan. Que ma sœur le prouve à ma place. Weber n'a pas répondu, mais ses yeux ont trahi la même pensée. Quelle était l'utilisation de l'abondance en captivité si la famille vivait entre les décombres? Même ainsi, les larmes ont raconté leur propre histoire. La compassion avait maudit l'armure que la propagande avait construite. Les hommes ne l'ont pas admis, pas encore. Mais le goût de Hershey a duré plus longtemps que les slogans. La nourriture était devenue une arme, non pas de guerre, mais de désarmement. Et puisque le cœur prouve la bonté, l'esprit ne revient pas facilement à la haine. Les gardes, observant sur les bords, ont chuchoté leur propre étonnement. L'un a noté dans le journal qui n'a jamais devenu des hommes adultes pleurer pour un bonbon. Un autre a plaisanté en disant que si la guerre se poursuivait, l'armée allait faire faillite, donnant du chocolat aux ennemis. Mais derrière les blagues, une agitation a grandi. Celles-ci devraient être des hommes dangereux, des idéologues endurcis par la fureur d'Hitler. Et ils étaient là, essuyant ses yeux avec des mains chauffées, humiliés par la douceur. Peut-être que la guerre n'était pas seulement des balles et des bombes.
Il s'agissait peut-être aussi de pain et de sucre, symboles qui atteignirent plus profondément que l'idéologie. Le terrain dormait mal cette nuit-là. Certains rêvaient de maisons, d'autres avec des banquets inexplicables, d'autres avec des sœurs et des mères tenant des plats vides. L'emballage bruissait dans l'obscurité comme de petits drapeaux de la reddition, pas à une armée ennemie, mais à une vérité trop simple pour être ignorée, la gentillesse pourrait faire plus de mal que de cruauté. Le lendemain matin, ils se sont réveillés avec un autre repas, mais rien ne effacerait le moment où les larmes étaient tombées sur du beurre d'arachide et du chocolat. Ils avaient goûté l'Amérique et leur goût était des contradictions, générosité et culpabilité, douceur et douleur. Et ne pouvait-il pas repousser la question qui serrait chaque cœur, si une nation pouvait donner des bonbons à ses ennemis, que pourrait de plus? Lorsque l'automne est arrivé, le chant ne ressemblait plus à un choral d'hommes vaincus, mais un membre étrange où la fureur de la guerre ne pouvait pas atteindre complètement. Le barbelé était toujours là. La Watchtower, érige. Mais dans le périmètre, la vie a gagné des rythmes qui n'étaient ni prison ni bataille. Ils étaient quelque chose entre eux, un endroit où se trouvait la faim et l'abondance, et où, pour la première fois depuis longtemps, demain ne sentait pas la poudre à canon, mais pour quelque chose d'aussi simple et dangereux que l'arôme d'un chocolat fondant au soleil. Une confrontation silencieuse entre ce qui avait été appris à détester et ce qui était maintenant impossible à ignorer. La force n'était pas dans les canons qui rugissaient au-delà, ni dans les discours enflammés qui résonnaient dans leurs souvenirs. C'était dans la main longue d'un fermier qui, sans voix, a offert une tranche de tarte encore chaude. Était en riant d'un enfant qui ne sait pas. Je ne voulais même pas savoir ce que signifiait le mot ennemi. C'était dans le goût du pain partagé, plus lourd que le plomb par balle, car il portait le poids d'une question à laquelle aucun règlement de guerre ne pourrait répondre, comment pouvons-nous continuer à combattre lorsque l'ennemi nous traite lui-même comme des hommes? Les nuits se sont allongées et avec eux, des conversations dans la caserne. Plus de stratégie ou de victoires imaginaires, mais sur les choses triviales et, par conséquent, révolutionnaires, le goût du café américain, trop faible pour les normes allemandes, mais ivre de gratitude, l'étrangeté d'un accent du Texas, qui a transformé des mots simples en musique, la façon dont le vent a hurlé sur les plaines, contrairement au silvo dans les forêts bavaroises. Weber, qui crachait autrefois des ordres comme s'il s'agissait de vérités absolues, entendait maintenant une garde de 19 ans expliquer, avec une fierté stupide, comment un tracteur fonctionnait. Il hocha la tête, faisant semblant de comprendre, comme ses mains, les mêmes qui manquaient déjà un fusil, tremblaient alors qu'il tenait un crayon pour écrire des mots anglais. Liberté. Maison. Pardonner. L'ironie était cruelle, les prisonniers, vivaient mieux que de nombreux civils de l'Allemagne dévastée. Les lettres de maison sont arrivées en lambeaux, odorant les cendres, avec un rationnement, des dernières nuits dans des abris, des enfants qui ont demandé quand son père reviendrait. Karl a gardé ses lettres sous l'oreiller, comme si cacher la vérité pourrait le rendre moins réel. Parfois, la nuit, quand le hangar était calme, il entendit Weber pleurer doucement, le son coupé près de la couverture. Il n'était pas des larmes de faiblesse, mais d'un homme qui, pour la première fois, a vu son monde s'effondrer non pas sous des bombes, mais sous la bonté de qui devrait être son bourreau. Et puis est venu Noël. Pas le Noël de propagande, avec des discours ufanistes et des promesses de victoire, mais un vrai Noël, sale avec de la neige fondue et une odeur de pain. Les Américains ornaient la cafétéria avec des guirlandes faites à la main, les Allemands, avec des bougies volées dans la cuisine. Lorsque les premières notes de Stille Nacht ont rescuté, chanté en 2 langues, même les gardes endurcis ont laissé tomber leurs armes, pas dans l'ordre, mais parce qu'il n'y avait pas de place pour la haine dans ce coin. Un soldat du Nebraska, qui avait perdu 2 frères en Europe, a tenu la porte ouverte lorsque le vent froid entrait et ne faisait aucune mention de l'escalader. Il a laissé le froid se mélanger avec la chaleur des voix, comme si même la nature devait être témoin de ce moment. Parce que là, parmi les hommes qui devraient être ennemis, il y avait quelque chose de plus puissant que la loyauté ou les drapeaux, la mémoire partagée de l'enfance qui, pendant une nuit, n'était pas si différente. Mais la guerre n'était pas terminée. Et la paix qui a poussé sur ce terrain était fragile comme la glace sur un lac. Certains prisonniers, les plus fanatiques, crachent toujours sur le sol à l'approche d'un garde. D'autres, comme Karl et Weber, commençaient à comprendre que la défaite n'était pas seulement une militaire, c'était moral. Pas à cause des Américains, mais à cause de ce que l'Allemagne était devenue. Un jour, un journal local est venu sur le terrain, avec des photos de camps de concentration publiées. Personne n'en a parlé. Personne n'avait besoin. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Et donc, entre l'odeur de la cuisson du pain et le bruit des rires dans la cour, il s'attendait. Pas pour la victoire, pas pour la vengeance,
mais pour quelque chose qu'ils ne savaient même pas comment nommer, l'autorisation d'être à nouveau seulement des hommes. Pas des héros. Pas de monstres. Seuls les hommes, avec des mains insensibles, des cœurs fatigués et le soupçon étrange et terrible que, peut-être que l'humanité n'était pas un privilège mais une dette et que, dans cette arrestation improbable, ils commençaient enfin à le payer. Et comme le poids de ce qui ne pouvait pas être divisé lui brûlait les mains. Ce n'était pas seulement du sucre qui faisait mal, c'est la révélation que la guerre est non seulement moyenne en kilomètres ou en ville réduite en décombres, mais aussi au loin entre un homme qui pleure pour un morceau de pomme et un autre cul. Eut l'offre sans hésitation. Ce fruit rouge et ferme était plus que de la nourriture, c'était une accusation silencieuse, preuve que le monde tournait toujours au-delà des tranchées, qu'il y avait des récoltes où il ne connaissait que la faim, qui existaient les mains qu'il planait tandis que les leurs pouvaient tenir des armes. Les mois passaient, et avec eux, la certitude que la défaite ne serait pas seulement militaire, mais morale. Les lettres de la maison sont arrivées de plus en plus minces, les seaux se sont brouillés par des larmes sèches, les mots soigneusement choix afin de ne pas révéler le désespoir. Voici bien, a écrit la mère de Karl, mais le papier sentait la moisissure et les cendres, et entre les lignes se trouvait l'écho de l'attentat, le cri de ses dents dans les coquilles de pommes de terre, le silence des enfants qui ne demandaient plus quand la guerre se terminerait. Pendant ce temps, aux États-Unis, les prisonniers ont pris du poids. Pas seulement dans le corps, qui se remplissait de pain blanc et de beurre fondu sur des patates chaudes, mais dans l'âme, un gonflement de questions sans réponse. Comment expliquer à un enfant que pendant qu'il mangeait de la soupe de navette, son père a avalé des oranges douces comme le soleil d'un été qui ne reviendrait pas? Comment justifier que l'ennemi, celui qui devrait détester, était aussi celui qui a étendu une assiette de purée de pommes sans rien demander en retour? Weber a cessé de chanter les hymnes de la jeunesse. Pas par ordre, pas par peur, mais parce que les mots sonnaient pour lui, comme des canettes vides qui roulent sur le sol du hangar. Au lieu de cela, il a passé les nuits en sculptant de petits chevaux en bois, ses doigts, une fois agiles dans la gâchette, maintenant prudents lorsque la couronne et les sabots. Pour les enfants de l'agriculteur, murmura-t-il lorsqu'ils ont demandé, comme s'il s'agissait d'une explication suffisante. Comme si ce n'était pas une trahison. Comme si ce n'était pas, en fait, la première chose honnête qu'il faisait depuis des années. Et puis est venue la nouvelle, l'Allemagne s'était rendue. Pas avec un accident, mais avec un soupir, comme un homme qui libère enfin le fardeau qu'il porte depuis trop longtemps. Les prisonniers entendaient en silence, certains avec leurs poings serrés, certains les mains ouvertes à genoux, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose, culpabilité, soulagement, honte, tombe du ciel et les frappait. Rien n'est venu. Seul le vent frappant les murs en bois, l'odeur du café frais que les Américains servaient ce matin-là, comme si la paix était n'importe quel petit déjeuner, comme si la fin d'un empire pouvait être accompagnée de pain grillé et de confiture. Les portes s'ouvrirent. Pas avec un bruit, pas avec des discours, mais avec le même silence que la porte d'une maison est ouverte après un sillage. Les hommes sont sortis un par un, traînant leurs pieds non pas par la fatigue, mais par le poids de ce qu'ils ont laissé derrière, les lits en bois qui couraient avec leurs rêves, les plats en métal qui gardaient le goût de la première nourriture insipide, les yeux des gardes qui, sans avertissement, étaient devenus des visages. Certains portaient des emballages, un foulard brodé par une femme de la ville, une Bible avec des notes sur les rives, un morceau de chocolat stocké comme une relique. D'autres n'ont pris que les cicatrices, ces invisibles, ont enregistré où la faim et la bonté s'étaient rencontrées. Karl a hésité avant de franchir la ligne qui séparait la prison de la liberté. Il a regardé dans le hangar où il avait d'abord pleuré sans vergogne à la table où Weber avait partagé sa dernière cigarette avec un garde qui lui avait parlé de sa fille nouveau-née. Ils nous ont donné plus que de la nourriture, pensa-t-il. Ils nous ont donné le droit de douter. Et cela, il savait, était plus dangereux que n'importe quelle balle. Les trains les ont ramenés. Pas à la maison, pas encore, mais pour les champs de transition, où ils seraient évalués, classés, retournés en Allemagne en morceaux. Certains, les plus jeunes, les plus têtus, murmuraient toujours la prochaine fois, comme si l'histoire était un jeu d'échecs et ils attendent leur tour pour déplacer à nouveau les pièces. Mais la plupart d'entre eux se taisent. Parce que comment expliquer ça apprêté? Udo, ce qui les tourmente le plus, ce n'était pas la défaite, mais le souvenir d'une saveur? Comment admettre que quelque part entre le fusil et le couteau à pain avaient perdu leur capacité à détester aussi bien qu'avant? Des années plus tard, lorsque l'Europe a déjà été reconstruite sur leurs propres ruines et que les enfants ont joué dans des parcs où il y avait autrefois des décombres, Karl a reçu une lettre. L'enveloppe était mince, le sceau américain. À l'intérieur, une photographie, un groupe d'hommes souriant devant une table pleine avec un gâteau au chocolat au centre. Au dos, un message au crayon, rappelez-vous?
Ici, la guerre s'est terminée il y a longtemps. Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Il a gardé la photo dans le tiroir, parmi les papiers qui ne montraient personne. Parfois la nuit, lorsque le vent a battu les fenêtres de sa maison à Hambourg, il l'a pris et a cherché longtemps. Pas de désir, sans désir, mais avec une sorte d'étonnement, comme si cette image prouvait que quelque part, quelque temps, le monde avait été différent. Et peut-être que cela pourrait encore l'être. Ces morceaux de chocolat étaient divisés en silence. Ils ont pris avec eux que ce domaine non seulement la liberté, mais aussi ces marques éternelles invisibles comme des cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. Pour eux, l'Amérique ne serait jamais juste un ennemi. Ce serait, pour toujours, la terre qui les a fait pleurer avec un bonbon simple. Et donc, l'histoire ne se termine pas par des défilés de victoire ou avec des traités signés dans des salles lointaines. Il se termine ici, dans ce champ silencieux sous la neige qui tombe, où des larmes se mêlaient à du sucre, où les soldats les plus endurcis n'ont pas été vaincus par des balles, mais par un geste d'humanité. Les papiers des packages se rendent toujours en mémoire, fragiles sous forme d'ailes. Et une vérité demeure, faisant écho au fil des ans, ce n'est pas le barbelé qui les a brisés. C'était le chocolat.